Et si je vous disais qu'il existe des gens qui s'effacent délibérément pour que luisent les prouesses d'autres personnes, me croiriez-vous? Eh bien, bien évidemment, aujourd'hui, dans ce nouveau numéro Mosaïque, nous recevons pour vous un profil idéal d'un philanthrope. Celui-là, il est président national de l'Association des jeunes professionnels. Il est en même temps chargé d'études au ministère de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. De qui s'agit-il? Restez avec nous parce que oui, la découverte, c'est dans ce nouveau numéro Mosaïque. Bonjour et bienvenue donc sur Kyria Media Channel. Vous nous regagnez une fois de plus confiance sur le canal 37 TNT 609 Bleu OTT. Merci de le faire. Nous revenons aujourd'hui avec un acheminement que vous avez très certainement intégré, mais avec un autre invité à qui je dis bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour Madame Ketia. Comment allez-vous? Je vais très bien. Pour la première fois sur notre plateau, surtout dans nos locaux, c'est quoi vos impressions? J'ai beaucoup aimé. D'accord. Déjà le cadre, et je vois la plupart sont des jeunes. Oui, tout à fait. Ça me fait... Ouais, nous sommes la chaîne de la jeunesse et des bonnes valeurs. Et face au président national de la jeunesse, justement, je pense que oui, nous cadrons justement à la hauteur de vos attentes. Effectivement. Tout à fait. Bien alors, au-delà de ce que j'en au-delà. Ah, merci beaucoup déjà pour ça. Nous allons commencer justement sur cette note, mesdames et messieurs, restez avec nous parce que oui, nous allons entamer la première étape et celle-là, c'est identité. C'est tout de suite. Je dis votre nom au préalable, Monsieur Hugo, votre nom complet. Mon nom, c'est Hugo Bon, qui est en Binditisi. Pardon? Hugo Bon. D'accord. C'est ça le prénom. Nkiambi Nditisi. Nditisi. Oui. Pour les intimes, je suis H-Bon. H-Bon. Oui. Genre Hugo Bon, H-Bon. Effectivement. Ah, d'accord. Lieu et date de naissance? Né le 18 février. D'une certaine année dans comme les années 80. Sans vouloir préciser. Ouais, ça c'est pas nouveau, puisque la majeure partie d'invités ne disent jamais leur année de naissance. Et quand ils le disent, on est tous étonnés ici, donc ça ne nous surprend pas du tout. Votre état civil? Sérieusement marié. Pourquoi vous tapez autour de la poitrine pour dire ouais, très engagé et tout? On a très engagé sur ce plateau, celui-là c'est Gaëtan Mbangou. Ah ok. Moi sérieusement marié à Madame Gianni Kabamba. D'accord. Sans intention de divorcer. Amen. Ni de la tromper. Ah, gloire à Dieu. Ni de la maltraiter. Ça court voilà, ça, on ajoute. ça court jamais les rues. Et votre profession selon vous, au-delà de ce qu'on a déjà dit? Déjà, je suis juriste de formation. D'accord. De surcroît, je suis avocat. Ok. En plein temps, je suis avocat au barreau de Kinshasa, Gombe, ou toutes autres fonctions politiques. Mais je me sens beaucoup plus à l'aise sous cette casquette. Mais je crois qu'ici, je viens beaucoup plus sous la casquette de personnalité politique, étant président de l'Association nationale des jeunes professionnels de l'IDPS. D'accord. Voilà. Et votre plus grosse peur? Ma plus grosse peur? De rater le royaume des cieux. Waouh! Amen. J'ai l'impression qu'on va parler en langue jusqu'à ce que l'émission finisse. Ah oui. Et votre, je dirais, plus grosse passion? Bon, c'est être une solution pour plusieurs. Je définis ma vie sur base d'un passage biblique. D'accord. Être seul de la terre, lumière du monde. Alors, je fais de mon mieux partout où je me retrouve, dans lequel cadre d'être utile, d'apporter ma pierre, d'apporter quelque chose de plus. Donc, c'est ce que j'aime le plus, c'est apporter quelque chose de plus, faire du bien aux gens. Celle de la terre, lumière du monde. Effectivement. Votre casier judiciaire? Ah, il est très vierge. Très vierge. Et je pense que c'est pour longtemps. Ah, nous espérons aussi. Effectivement. Il n'y a pas eu d'incarcération, d'interpellation, jamais. Jamais. J'ai fait arrêter des gens comme avocat. Mais vous non. Vous non. Moi non. Oui. Okay. Et l'un des moments douloureux de votre vie? L'un des moments douloureux de ma vie, c'est lorsque j'ai perdu un ami. Ah, d'accord. Un ami qui après est devenu mon beau-fils parce qu'il avait épousé ma nièce. Ok. C'est Donny Banzami qui est parti très jeune, un garçon qui était très dynamique. Je pense que c'était pour moi la première fois de pleurer quelqu'un
net très cher ces moments-là. Laissant derrière lui une veuve. Une veuve et 2 enfants. Oh. Et la veuve, c'est ma nièce, et les 2 enfants sont mes petits-fils. Tout à fait. Oui. Malheureusement. Désolée. Merci. Nous allons passer très rapidement sur autre chose pour parler d'un moment honorifique de votre carrière. Alors, le moment honorifique de ma carrière, déjà comme avocat, c'est lorsque je quittais mon maître de la plus bonne manière, hein, d'accord, pour aller créer mon propre cabinet. Okay. Je pense que étant jeune, c'est vraiment quelque chose d'honorifique dans ma carrière d'avocat. Et côté politique, c'est lorsque j'ai été élu président de l'association des jeunes professionnels IDPES, parce que j'ai été élu à l'issue d'une assemblée générale. Ça, c'est clairement, ouais, c'est honorifique et merci beaucoup à vous, Monsieur Hugo, surtout d'avoir joué le jeu. Vous restez avec nous parce que c'est la fin de la première étape, mais pas encore de l'émission. Mesdames, Messieurs, nous allons entamer la seconde étape. Celle-là, c'est phare du jour. Restez avec nous. Mardi 15 juillet 2025, 196e jour de cette année, nous célébrons toutes les personnes portant le prénom de Donald. Si vous en avez dans votre entourage, il est temps de leur souhaiter un joyeux non-anniversaire. Et mondialement, depuis 2014, l'Assemblée générale des Nations unies a décrété la journée de la célébration des compétences des jeunes. Ce profil idéal sur ce plateau va aller avec nous pour une discussion qui va justement nous mettre en point sur l'importance justement d'offrir à la jeunesse des opportunités pour se prévaloir avec les compétences qui y vont. Monsieur Hugo, je me retourne vite vers vous pour déjà la première question qui sera: est-ce que vous estimez être jeune? C'est difficile. Nous qui sommes de la génération 80, on se retrouve au milieu. Hein. Des fois, on se dit on est vieux ou bien on est jeune. Mais je pense que je me sens toujours jeune. Je me sens encore fort. Parce qu'étant président national de l'association des jeunes. Et surtout ça. Oui, oui. D'accord. Et à quel moment la promotion des compétences des jeunes est un rappel? Est-ce parce que justement la jeunesse elle-même, elle n'est pas consciente de ce qu'elle doit offrir dans un pays? Bon, pas nécessairement parce que la jeunesse n'est pas consciente, parce que peut-être la jeunesse vient après. Nous venons trouver un système, nous trouvons nos aînés. Tout à fait. Qui ont pratiquement pris toute la place. Et ainsi, nous, le jeune, avec nos ambitions, nos capacités, nous essayons de réclamer à ce vieux que nous avons trouvé, de nous laisser un peu de l'espace. Donc, moi, je pense que ce n'est pas nécessairement question de manque de compétences, mais c'est la réalité de la vie. Donc, il y a des gens qui... Donc, il n'y a pas d'opportunité. S'il y a des opportunités qui se présentent aux jeunes, il y en a. Alors, ce sont les jeunes qui ne frappent pas assez la porte. Non, mais pas nécessairement parce qu'il y a des opportunités que les jeunes saisissent. Il y en a. Oui, mais aujourd'hui, surtout dans les milieux politiques, on ne parle pas suffisamment des jeunes. Bon, c'est ça, c'est ce que je disais tantôt. Il ne faudrait pas que les jeunes attendent qu'on parle d'eux. D'accord. Ils doivent parler d'eux. Oui, mais si nous devons aujourd'hui, il a failli avoir justement le procès Moutamba, qui est jeune, qui s'est vu se faire tomber, pas parce qu'il est jeune, mais l'un des jeunes comme ça qui pouvait peut-être être boosté par les vieux systèmes qui étaient là, mais quand même on l'a englouti. Est-ce que c'est parce que le système n'accueille pas encore la jeunesse? Je ne pense pas, parce que s'il faut parler du cas précis du ministre Constant Moutamba, je crois que s'il a pu démissionner parce qu'il est poursuivi pour détournement. Ce n'est pas un fait reproché qu'à la jeunesse. D'accord. Donc, on a connu avant lui de ministres comme de directeurs de cabinet même qui ont été poursuivis pour le même fait. Donc, je peux dire, comme il bénéficie encore de la présomption d'innocence, il est tombé ou bien il est poursuivi comme tant d'autres. C'est pas parce qu'il est jeune ou parce qu'il est jeune, il doit bénéficier d'un traitement particulier. Non. Okay. Il a été ministre, ministre d'État de surcroît, de la justice comme de la justice. Donc, je pense qu'il faut pas le ramener du fait qu'il soit jeune, il est tombé parce qu'il ne maîtrisait pas le système. Non. Je crois que le système, il faudrait pas être jeune pour ne pas le maîtriser. D'accord. Surtout que c'est un juriste. Il connaît bien les détournements. Moi aussi, je les connais bien. Voilà. Nous savons les limites de ce qui peut être infractionnel et ce qui ne doit pas l'être. Donc, étant donné que la justice n'a pas encore dit son mot, moi, je dirais que ce n'est pas
un fait ou bien il a été sanctionné parce qu'il était jeune. Non, je pense pas. Et est-ce qu'on peut parler de l'association des jeunes professionnels, surtout pour cette journée qui est célébrée, où nous célébrons justement les compétences des jeunes? Est-ce que vous mettez en exergue des opportunités pour que les jeunes affrontent, ou soit c'est juste une association qui réunit des jeunes qui bénéficient d'une notoriété et puis on s'arrête là? Merci beaucoup. J'aimerais d'abord parler un peu un mot de la jeunesse de l'AJPRO qui a vu le jour en 2028. D'accord. Avant même l'avènement de l'IDPS au pouvoir. 2018. Hein. 2018, ouais. Okay. Je parlais 2028. 2018. Et l'initiateur, c'est Junior Mata, qui aujourd'hui qui est DG de la CENSAP. Alors, nous sommes partis d'un constat. Les gens ont la manière de caricaturer les combattants de l'IDPS. D'accord. Ils pensent que la plupart des membres de l'IDPS, il n'y a pas d'intellectuels, il n'y a pas de jeunes qui peuvent réfléchir. Alors, on se disait, s'il fallait évoluer d'une manière disparate, on ne saura pas se faire entendre. C'est comme ça qu'à l'initiative de Junior Mata, nous l'avons rejoint parce que je fais partie du cercle des premiers, donc le fondateur, je suis cofondateur, c'est de mettre une association qui devait mettre en exergue, qui devait mettre le jeune de l'IDPS sous une vitrine. Tout à fait. Dans le perspective, lorsqu'on aura le pouvoir, qu'on ne cherche pas. D'accord. Qu'on nous retrouve dans une association. On le pioche directement. Voilà. Donc, c'est un peu dans ce sens-là. Il y avait des jeunes qui avaient déjà de la notoriété dans le parti, de jeunes leaders et d'autres non. C'était pour se mettre ensemble pour faire une force. Et cela a payé parce que Junior Mata a été vice-ministre de Finances, je crois avec le gouvernement de Ilukamba. Et chacun de nous se retrouve un peu dans la sphère politique. Tout à fait. Et moi, je dirais que les objectifs de l'AJPRO sont quelque part atteints. Noble. Effectivement. Et est-ce qu'on peut parler du ministère de l'Intérieur en rapport avec la jeunesse? En rapport avec la jeunesse, je ne sais pas comment faire. Qu'est-ce qu'il met en place justement pour offrir à la jeunesse des ouvertures justement, pas qu'il offre des emplois, mais ils offrent quand même une certaine facilité à l'accessibilité de l'emploi? Bon, d'abord, je vais partir. Le ministre de l'Intérieur, il est chargé de l'Intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières. D'accord. Je crois là, on doit l'attendre, c'est dans ses attributions. Ok. Il est il est le patron de la sécurité. Je ne saurais peut-être pas cadrer ses attributions dans un cercle de jeunesse, je crois du point de vue national. Ok. On a un phénomène Kuluna, qui dérangeait tout le monde, que ce soit des jeunes qui devaient sortir le soir, la nuit, ne savaient pas retourner en sécurité. Ouais. Alors, le ministère de l'Intérieur a pu donner une réponse à ces phénomènes pour combattre le banditisme urbain avec l'opération Ndobo. Tout à fait. L'opération Lassa avec la police. Et nous l'avons vu, en tout cas, s'il suffit d'écouter au niveau de la société, quelques mois après que le VPM, je vais parler de VPM, Excellence Jacquemin Chabani, ait eu le pouvoir, on entendait d'ici et là de gens réclamer l'inefficacité de la police, de l'État face au Kuluna, tout et tout. Et avec l'opération Ndobo, aujourd'hui, près de 6200 personnes ont été arrêtées par la police, et non seulement arrêtées, mais déférées devant la justice. Près de 4000 sont condamnés et 2000 sont en instance devant la justice. D'accord. Et l'opération Ndobo ne s'est pas seulement limitée dans la ville de Kinshasa. Elle a été lancée aussi au Katanga, il a été lancé à Kwango, au Congo central. Parce qu'on a compris que lorsqu'on a lancé l'opération Ndobo dans la ville de Kinshasa, beaucoup de bandits ont fui dans des provinces périphériques, dont le Congo central et Kwango. C'est comme ça l'opération qui est nationale, l'opération de traquer le bandit urbain, qui est nationale, l'opération Ndobo s'étend, le lancement s'étend dans plusieurs villes. Aujourd'hui, on sait le savoir, on sait le sentir, en tout cas l'écho. Et cette opération a été intensifiée avec le phénomène de braquage qu'on a connu. D'accord. Vous savez, c'était une autre forme de criminalité qui n'est pas nouvelle dans la ville de Kinshasa, qui n'est pas nouvelle
Mais dans la ville de Kinshasa, on n'avait pas l'habitude. On avait l'habitude, tout à fait. Et c'était très difficile de répondre à la police de répondre parce qu'ils opéraient avec 2 motos. Donc, leur mode opératoire faisait qu'ils déjouaient la police. Et c'est comme ça que l'opération Ndobo a été intensifiée et on a pu mettre la main sur la bande qui était composée de certains, ils avaient des collaborations avec la police et l'armée. On a pu mettre la main. Et aujourd'hui, on n'entend plus parler de ça. Parce qu'il y a 2 mois ou 1 mois passé, c'était pratiquement chaque 4 jours, il y avait braquage d'ici et là. Voilà un peu, moi je pense si on doit parler du ministère de l'Intérieur, de son apport, voilà, en général, et il y en a beaucoup. Si vous le permettez, je pourrais marteler sur des réformes majeures qui valent la peine d'être connues du public, c'est que et entrer à la jeunesse. Bon, à la sécurité en général. Oui, si on a parlé de sécurité, je pense qu'on va justement prendre la prochaine étape parce que merci déjà d'avoir collaboré avec nous sur ces questions et surtout en parlant de l'opération Ndobo. Oui, nous avons vu des jeunes qui ont été rééduqués et là, ils sont en train de réoffrir à des écoles des bancs qui sont qui nous ont été fournis par la police, mais aussi par le monopole du ministre de l'Intérieur. Alors ça, c'est quand même quelque chose à encenser. Non, mais si vous voulez qu'on centre ça par rapport à la jeunesse, il y a quand même une bonne nouvelle. D'accord. Et qu'avec la loi de programmation de la réforme de la police qui a été promulguée le 1er juillet par le président de la République, qui est la vision du président de la République, matérialisée par le vice-premier ministre de l'Intérieur, il est prévu un recrutement de 90 000 agents de police. Ah d'accord. Voilà. D'où la jeunesse au premier plan. Effectivement, la jeunesse en 5 ans. Ce qui fait que 18 000 agents de police seront recrutés à partir de 2026. Chaque année, 18 000 pour atteindre le 90 000 dans une période de 5 ans. Ah, super. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Hugo. Ça, c'est la fin de la 2e partie de cette émission. Nous allons en prendre la prochaine, mesdames, messieurs. Nous poursuivons. Ceux qui nous prennent en cours, vous êtes scotchés sur le canal 37 TNT 609 Bleu OTT, Kyria Media Channel, la chaîne de la jeunesse et des bonnes valeurs, dans sa chronique Mosaïque, qui fait l'unité dans la diversité. Restez avec nous parce que oui, nous devons rentrer dans le tréfonds de notre invité. C'est tout de suite dans Invité. Monsieur Hugo Bonkiambi, vous êtes érigé en tant que vecteur de la promotion du vice-premier ministre de l'Intérieur. Est-ce que parce que vous vous sentez rédévable, est-ce que parce que c'est une obligation ou est-ce que c'est parce que les faits existent, les faits sont là? Déjà parce que le fait existe, parce qu'avec le VPM Chabani, il y a de grandes réformes. Mais aussi, je suis de l'IDPS. D'accord. Je suis combattant de l'IDPS et le ministre Chabani est de l'IDPS aussi. Et lorsqu'il y a de bonnes choses, il faut en parler. D'accord. Parce que les gens ont l'habitude de parler lorsque les choses ne marchent pas. Mais lorsqu'il y a de bonnes choses, peu de gens en parlent. Mais voilà pourquoi nous, on s'est mis à parler. Mais est-ce que si vous étiez de l'autre côté de l'histoire, vous auriez fait la même chose? Effectivement, je pense que c'est une des choses que je reproche à l'opposition congolaise. D'accord. C'est de voir toujours tout en noir. Oui, mais vous étiez opposant à l'époque et vous n'aviez pas fait aussi autre chose. Enfin, vous n'avez pas agi différemment. Non, mais moi, personnellement, non. Ah, d'accord. Okay. Oui, parce que je vais vous dire, personnellement, je suis très exigeant. Ok. S'il faut coter même le président de la République, je serai très exigeant. Mais il faudrait ne pas reconnaître ce qui est fait. C'est ça le problème. C'est pas ça l'opposition. L'opposition, c'est reconnaître ce qui est fait et peut-être donner votre apport pour que ça soit encore mieux fait. D'accord. Voilà. Pour dire que dans tous les cas, même si je me retrouvais dans l'opposition, là où ce sont de bonnes choses qui profitent à la population congolaise, je vais le reconnaître, je vais le jeter le fleur. Et je ne serai pas le premier à le faire. Il y a des opposants qui le font aussi. Qui le font, ça c'est vrai. Oui. Alors, dans l'émission de M. Jacquemain Chabani, on y retrouve justement l'identification de la population. On a déjà des statistiques de la population qui, par moment, boite un petit peu, on ne sait pas quand est-ce que la population a été recensée pour avoir autant de population dans chaque ville ou soit dans toute la République démocratique du Congo. L'identification a-t-elle déjà commencé? Comment est-ce qu'elle vise à être faite?
les contours dessus. Est-ce qu'un fonds va être obligatoirement décaissé pour justement permettre à ces agents de faire des descentes sur terrain? Et est-ce qu'il y a justement une équipe derrière pour une traçabilité, surtout financière? Merci beaucoup déjà pour l'identification. Il y a une office qui s'en charge. Il y a l'ONIP qui est là pour ça. Alors, je crois que on avait déjà annoncé à l'époque l'identification. On devait même commencer à remettre les cartes nationales. Il y a eu un problème technique qui s'est posé parce que pour de si grands projets, ça demande assez d'argent et ça demande de personnes outillées pour ces services. Je crois que c'est vraiment un travail qui revient à l'ONIP. Je ne sais peut-être dire ils sont à quel niveau, mais effectivement, l'ONIP a des agents. L'ONIP, il y aura du fonds pour cela, pour que le recensement soit fait, pour que les gens descendent. Tout ça est prévu. Je pense que c'est question de finaliser avec des questions de contrat, des questions techniques pour que cela soit fait. Voilà. Dans l'une des missions, encore, nous avons la stabilité et le fonctionnement harmonieux des provinces en faisant de l'autorité coutumière un acteur de développement. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, effectivement, parce que je crois qu'avec déjà, il faut le reconnaître qu'il y a eu des efforts qui ont été fournis dans ce sens. Déjà, pour mettre nos autorités administratives comme coutumières dans des conditions. Il y a, et souvent leurs problèmes se posent sur les actes de reconnaissance parce que lorsqu'une autorité coutumière est désignée, conformément à la coutume, il doit être reconnu. Et souvent, cela revient au VPM de l'intérieur affaires coutumières. Ils sont des acteurs de développement. Pourquoi? Parce que c'est eux qui sont au niveau de la base. Vous voyez? Et l'impulsion de développement ne doit pas toujours venir au niveau du sommet, mais l'impulsion peut venir aussi au niveau de la base. D'accord. C'est un peu ça. Lorsqu'il y a des problèmes à leur niveau, c'est là qu'on est de conflits communautaires et tout. Voilà un peu. Alors, avec même l'avènement de M. Chabani, il y a eu quand même un regard sur ces points-là pour résoudre le problème de conflits coutumiers qui reviennent. Donc, c'est une forme de reconnaissance que ces gens étaient quand même négligés d'une certaine façon. Bon, pas nécessairement négligés, hein. On ne dirait pas que négligés, mais ils avaient des problèmes qui étaient les leurs. La plupart, ils avaient des problèmes, par exemple, de reconnaissance. Oui, mais parce que l'État ne reconnaissait pas tout de suite, en fait, les chefs coutumiers, par exemple. Si, je ne dirais pas que c'est nouveau. Okay. Ils ont toujours eu leur place dans l'ossature nationale. Les chefs coutumiers ont toujours eu leur place. Mais peut-être, il y a eu le problème de lenteur dans la résolution de leurs problèmes, de leurs soucis. C'est peut-être dans cette étape-là. Mais les autorités coutumières ont toujours eu leur place. Ouais. Est-ce qu'il y a des propositions de loi pour justement essayer de réguler ce côté de la nation où nous léguons toute l'autorité on dit les baoumbu pour les ventes des terres, par exemple? Non, en fait, déjà, il y a une loi. Okay. Il y a une loi qui régit qui reconnaît les autorités l'État congolais ou soit les chefs coutumiers. Sur la question de la vente des terres. Oui. Voilà, c'est ce que je dis. Il y a une loi qui régit le chef coutumier. Il y a une loi qui existe. Mais cette loi veut que les autochtones ou bien les autorités coutumières n'ont pas le droit de vendre les terres. D'accord. D'en jouir. Voilà pourquoi même quand les gens achètent les terres, par exemple dans des zones ici à Kinshasa, dans les zones urbano-rurales, on achète des terres, on donne de droits aux chefs coutumiers. Et lorsqu'ils acceptent, mais c'est à l'État congolais. On va à l'État congolais, c'est avec l'État congolais qu'on signe les contrats parce que la terre appartient à l'État congolais, c'est lui le propriétaire. Vous voyez. Ah bah oui, mais c'est pas ce on reconnaît aux chefs coutumiers, aux autochtones, aux ayants droit coutumiers, le droit d'en jouir. D'accord. Et c'est comme ça, lorsque vous allez acheter une concession dans une zone, urbano-rurale, on donne quelque chose. En fait, on n'achète pas, même si le terme, dans le commun de Monté, ils disent qu'ils achètent, mais on désintéresse
les ayants droit coutumiers par de gestes. Avant, c'était les makassou, les tsamba, tout et tout. Maintenant, tout se résume par l'argent. On donne quelque chose comme argent. Mais, comment vous entreprenez le démarche auprès de l'État pour signer les contrats de location avec l'État congolais. Ah, d'accord. Voilà. OK. Alors, on parlait tout de suite, justement, de la loi de programmation, de la mise en œuvre de la réforme de la police nationale congolaise, où il fallait justement attendre en 5 ans un recrutement des milliers des jeunes, justement, pour de 90 000 jeunes pour justement accéder à la police. Mais est-ce qu'il y a justement une traçabilité pour identifier chaque jeune? Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'on a des vieux du quartier qui font partie de la police, qui rentrent dans nos maisons, qui nous braquent et ressortent, alors qu'on n'a jamais vu un de leurs aller au front pour une formation. Voilà. Il y a aussi un problème sur ce point-là. Il y a un problème de formation. Et c'est important même d'en parler parce que... Surtout dans la police. Oui, qui dit formation demande des écoles. D'accord. Voilà, tout dernièrement, je vais encore parler des VPM Chabani. Non, là c'est vraiment une partie idéale pour justement parler activement. Oui, parce que déjà, il vient de réhabiliter une grande école de formation de la police, l'école Kapalata à Kisangani. D'accord. Mais s'il faut parler de la loi de programmation, la loi de programmation prévoit, je le disais, le recrutement de 90 000 agents de police. Qui parle de recrutement, on parle aussi de la formation. D'accord. Mais à part le recrutement, on a la police qui est là. Donc ça prévoit aussi dans la prévision, on prévoit le recyclage de 21 000 C'est là en fait ce que j'allais en venir. Voilà, 21 000 agents de police recyclés qui sont déjà là en l'œuvre. Et pour cela, il faut des écoles. Dans la loi de programmation, il est prévu la construction de 6 grandes écoles de police. Voilà, c'est encore des projets. Et dans un pays où gangrène l'insécurité à perpétuité, tous les jours ne dorment presque pas. Il y a des quartiers où à partir de 21h, tu ne peux plus passer. Pendant que nous vivons encore dans les projets qui doivent arriver, mais dans cette même circonstance, il y a la population qui est en train de se démerder pour survivre. On ne vit plus, on survit. Ce que je peux dire, il n'est pas tard de mieux faire. Vous savez, le projet de la loi de programmation date depuis, si je ne me trompe pas, depuis 2006. Ah, d'accord. Ça date de longtemps. Je pense que c'est aussi, ça vaut la peine d'en parler. C'est là où, lorsque vous me demandez, on parle parce qu'il y a des faits. Oui, effectivement, nous parlons parce qu'il y a des faits. Je peux le dire, le VPM Chabani, c'est un ministre réformateur. Parce que c'est avec lui, enfin, on a une loi de programmation de réforme de la police. Effectivement, il y a des problèmes qui se posent aujourd'hui, mais il faut apporter des solutions. Il y a des solutions circonstancielles, comme il y a des solutions dans la durée. Avec la loi de programmation, c'est pluriannuel, donc pour un délai de 5 ans. Donc, ça veut dire que l'État réfléchit, programme, fixe des stratégies de priorité à mettre par rapport à un domaine. Voilà. Alors, il vote même un budget, parce que le budget qui a été proposé au niveau du Parlement était de 2,3 milliards de dollars, mais ils ont révisé ça à la hausse à 2,55 milliards de dollars. Vous voyez. Alors, dans la loi de programmation, il y a 3 objectifs stratégiques. C'est renforcer les cadres institutionnels de la police. Et deuxièmement, c'est professionnaliser et équiper la police. Surtout. Effectivement. Et troisièmement, c'est améliorer la collaboration de la police et la population. Vous voyez. Alors, je peux résumer, je crois, les actions entendues, parce qu'il ne faudrait pas toujours parler de beau français, les actions entendues. Je parlais de recrutement de 90 000 agents de police, recyclage de 21 000 agents de police qui sont là, construction de 6 grandes écoles. Quand on parle de recyclage, on s'attend à quoi précisément? Parce que normalement, un agent de police... un balayage? Non, il doit connaître régulièrement, la formation doit être continue. D'accord. Parce qu'il y a des réalités. Et actualisée. Actualisée. On est en présence d'une nouvelle criminalité. D'accord. Il faut actualiser la police. Tout à fait. À répondre. Donc, il faudrait qu'il y ait des écoles ou de formation continue. Il ne suffit pas qu'un policier bénéficie d'une formation seulement lors de son recrutement pour ne plus en bénéficier après. D'accord. Voilà. Il faudrait pour ça des écoles. Voilà pourquoi la loi de programmation qui va commencer en 2000,
26 à 2030 prévoit la construction de 6 écoles. Mais aussi, il faut équiper la police. Tout à fait. Et non seulement l'équiper, mais il faut avoir des unités, aussi des unités spécialisées. C'est comme ça que dans la loi de programmation, il est prévu la formation ou le recrutement de 10 000 agents spécialisés. On a les LENI, génie, unités canines, tout et tout. Ah, ok, c'est un peu comme le FBI, le SWAT et tout ça. Effectivement. Okay. Et bien pour cela aussi, il faut améliorer la situation de la police. Améliorer leurs primes, améliorer leurs salaires. Pour y arriver, il faut maîtriser l'effectif de la police. Et pour ça, vous avez besoin d'une main-d'œuvre, ou bien? C'est la police en main-d'œuvre. Souvent, le problème, c'est encadrer toutes ces choses. D'accord. La police a... Et pour cette police existante déjà, qui elle-même, de par ses propres efforts, de par ses propres armes, arrive à braquer, on doit faire un balayage? Ou bien qu'est-ce qui va se passer précisément? La réalité, il faut qu'on en parle et que il y a le laisser aller dans le recrutement d'abord de la police. D'accord. Il y a pas eu de rigueur, mais aussi on a des agents qu'on pense être des policiers, mais simplement qu'on a attribué la tenue. D'accord. Et pour cela, il faut. Et ça, c'est dangereux. Très dangereux. Et pour cela, il faut mettre des mécanismes et d'abord rendre le recrutement de la police rigoureuse. Ce n'est pas un raté de la société qui doit se retrouver dans la police. Vous voyez. Donc, le recrutement doit être rigoureux. Alors, de la même manière qu'on dirait que ce n'est pas un Koulouna qui doit rentrer dans la police, alors qu'ils partent de l'autre côté pour une, comment on dit déjà? Oui, pour une rééducation. Oui, là, c'est le service national. D'accord. Le service national qui est un programme paramilitaire. Ah, d'accord. Mais la police, il faut le recrutement soit rigoureux. Okay. Et c'est ces points-là, mais aussi, on a un problème aussi, c'est celui de contrôle d'effectifs. Okay. Il y a aussi des efforts qui sont engagés dans ce sens par le VPM Chabani pour le contrôle des effectifs et qu'ils aient des cartes d'un standard international. D'accord. Donc, où on tient compte de 10 pouces et l'iris pour avoir la carte. Et il y a des efforts qui sont entrepris dans ce sens. Il y a une société congolaise d'ailleurs qui a eu ces marchés dans ce sens pour permettre à la police de pouvoir contrôler son effectif. Parce que si on veut améliorer le traitement de la police, on doit d'abord commencer par maîtriser l'effectif. Parce que c'est là qu'on connaît des policiers fictifs, des doublons et tout et tout. Et il y a aussi un point important à apporter, et qu'aujourd'hui, avec les efforts de VPM de l'intérieur et de la fonction publique, la police, les agents de la police sont affiliés à la CENSA. Ce qui fait que la retraite est garantie. Donc, non seulement il faut équiper la police, mais il faut le mettre aussi dans les conditions de bien faire le travail. Et ce que je dis n'ont pas entendu la loi de programmation. D'accord. Donc, il y a des choses qui ont été faites avant même la loi de programmation pour lesquelles nous saluons. Voilà. Tout à fait. Alors, on a parlé de sécurité, on a parlé d'affaires coutumières, on peut parler de décentralisation, justement. Est-ce que le VPM compte justement léguer au gouverneur, ou soit aux responsables de chaque province, une tâche particulière, ou soit on peut, comme pour Kinshasa, avoir des institutions, mais pour les autres provinces, ériger d'autres compartiments intérieurs qui va justement décentraliser et faciliter les choses? Non, déjà, la décentralisation est constitutionnelle. D'accord. Le VPM intérieur n'apporte rien. Okay. Et la décentralisation est voulue par la Constitution. Mais aussi, il y a une loi par rapport à ça. Donc, les attributions de chaque entité territoriale décentralisée est bien connue par une loi qui existe. Voilà. Ah, d'accord. Alors, est-ce qu'on peut prendre déjà notre tout dernier point? Est-ce qu'on peut commenter justement sur l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda, oui, qui a été signé très récemment à Washington avec notre ministre des Affaires étrangères, Madame Thérèse Waikom-Wagner. Et elle a fait une sortie médiatique qui a quand même fait couler encre et salive. Est-ce que vous pouvez faire une lecture dessus? Déjà, je tiens ici à saluer le président de la République parce que cette guerre qui nous a été imposée, la République a pris plusieurs terrains. On avait les terrains des guerres, répondre à la guerre par les armes, mais on avait aussi le terrain diplomatique. D'accord. Et cet accord, c'est le résultat de nos démarches diplomatiques. Okay. Alors, il s'agit d'un test qui n'a pas été écrit par des anges. Ils peuvent avoir des failles. Mais moi, je pense que l'opportunité pour
cet accord, c'est le médiateur. Parce que, voyez-vous, on a signé plusieurs accords, mais souvent, il n'y a pas eu de sanctions par rapport au non-respect. D'accord. Les États-Unis d'Amérique qui trouvent intérêt de dealer avec la République démocratique du Congo, ils veulent que la zone soit en sécurité. On ne va pas se tromper, hein, en matière internationale, il n'y a pas d'amis. C'est la force. Les États-Unis, c'est une de grandes puissances. Comme il y tient à ça, je pense que c'est une donne importante qui donne de valeur dans cet accord, sans que j'entre vraiment dans le détail. Mais je pense que c'est lui qui porte cet accord, la volonté de la République démocratique du Congo à restaurer la paix dans la zone Est. Je peux dire que les gens peuvent spéculer parce que l'accord, c'est une œuvre humaine. Les gens ne peuvent peut-être ne pas être d'accord. Même le Christ n'a pas pu mettre tout le monde d'accord. Mais je pense que nous sommes dans le bon chemin. Il suffit seulement que nous, au Congo, nous puissions saisir cette opportunité d'être de plus en plus sérieux. Oui, mais est-ce que l'accord des bases, est-ce qu'il met la RDC à l'abri? Dire qu'il met la RDC à l'abri, je dirais non. Mais je pense que qu'est-ce que la RDC réclame? Le respect de son intégrité territoriale. Tout à fait. Nous ne réclamons pas plus que ça. Et la restauration de la paix. Si par cet accord, ces principes sont garantis et que nous pouvons l'obtenir, je ne sais pas si nous pouvons aborder dans le sens de nous mettre dans l'abri ou pas. Comme je le disais, dans la sphère internationale, il n'y a pas d'amis. Le Rwanda ne nous donnera pas de cadeaux parce que sa survie est dans l'exploitation illégale de mines de la RDC. C'est à nous sous couvert de puissance. Effectivement, il joue la main qui se permet de se salir. Tout à fait. Voilà un peu. Alors, c'est à nous de prendre des précautions et voilà un peu de saisir cette opportunité pour restaurer la paix dans notre pays, pratiquement dans la zone Est, une zone qui a tant souffert de guerre. Ça, c'est exactement le mot qui devrait définir la fin de cette troisième étape, de cette tranche, justement, cette chronique mosaïque. Merci beaucoup, Monsieur Hugo, d'avoir échangé avec nous, surtout d'avoir recensé votre ministre, mais bien évidemment en bon parce que les faits sont palpables. Eh bien oui, parce que la prochaine étape, c'est face to face. C'est tout de suite. Nous arrivons à la fin de cette chronique, mesdames, messieurs, mais pas que, parce que je sais que vous attendez ce moment fatidique où nous soumettons à notre invité des questions assez chocs. Il va être obligé de dire la vérité, rien que la vérité. Monsieur Hugo, êtes-vous prêt à jouer le jeu? Oui, on va essayer. Et on vous allez faire le serment. Vous jurez de dire la vérité, que la vérité. Je jure de dire la vérité qu'est la vérité. Merci. Alors, il y aura justement un jingle qui va être balancé là, pendant que je suis en train de vous poser des questions. Et ma première question est celle-ci. Monsieur Hugo, le 31 décembre, vous êtes fait voler votre téléphone. Vrai ou faux? On y a vu des nudes. Non. Vrai, je me suis fait voler mon téléphone le 31 décembre. Je ne sais pas comment vous le savez, mais il n'y a pas de nudes dans mon téléphone. Et si nous avons des preuves? Ah, ça m'étonnerait. D'accord. Vous restez avec nous parce que oui, nous avons des preuves à vous balancer sur cette question. Monsieur Hugo, que vous rappelle la date du 25 octobre? 25 octobre, c'est la date de naissance de ma femme. Ah, heureusement. Ouais. Si vous avez seulement osé échouer sur cette question, aujourd'hui, là, il n'y aurait pas eu à manger sur la table. Non, mais je passerai de ça à table. Clairement. Oui. Clairement. Alors, l'avant-dernière question, avant que nous balancions la vidéo, l'une des vidéos sextape de vous quand vous avez volé votre téléphone. Mais avant ça, Monsieur Hugo, vrai ou faux? Vous aviez tenté, ou soit vous aspirez être rappeur à une époque? Ça c'est quoi? J'aime la musique. J'aime beaucoup la musique et je m'étais dit, comme je n'avais pas une belle voix, je me suis orienté dans la musique. L'écriture et le rap. Oui, j'écris, j'ai la facilité d'écrire des chansons. Et comme je ne savais pas, je me disais que je n'avais pas une belle voix, je me suis lancé dans la musique rap. Je l'ai fait, je crois, jusqu'à 3e grado à l'INIKI. J'imagine. Est-ce qu'on peut avoir un acapella? Ah On peut avoir un scoop? Non, mais c'est difficile. Ça fait longtemps. Voilà, je peux essayer quelque chose.
2-3 strophes, vite fait. Oui. Atako malobesili. Tope kauki. Nakovanda nguite. Po eza ya kokokate. Pona Yesu jete. Baebanga. Nakata nakanabinaka. Nakitakati na se na tokaka. Vous avez rimé en lingala. Oui, oui. Clairement, mais moi j'ai hâte justement de vous balancer cette vidéo. Parce que oui, ce voleur-là nous a contacté personnellement. Il nous a dit non, j'ai gardé ça jalousement, j'avais voulu que ce soit vous. Monsieur, êtes-vous prêt à regarder cette vidéo? Bien sûr. Vous pouvez faire juste un quart de tour avec votre chaise. Comme ça? Non, de l'autre côté. Comme ça? Ouais, retournez-vous encore. Oui. Alors, grand traçage, après toi. Allez-y. Bonjour Maître Ego. Vous pouvez voir. Comment vous allez? Ouais, c'est de la part de ton petit frère Ludo Kiam, le 5e de la famille. Et grandement joie de te faire cette vidéo. Et en bref, Maître Ego, c'est le 3e né de la famille et un vieux de tempérament calme, un vieux bon. Un vieux qui craint l'Éternel. Et en tout cas, c'est parmi les hommes, en quelque sorte, je pourrais dire, parmi les hommes exemplaires dans la famille. Et en quelque sorte, je peux dire, c'est un vieux que nous avons pris le temps de jouer ensemble. Voire même de jouer au foot, bien qu'il ne sait pas très bien jouer au foot, un grand footeur. Il y a un match sur Betama, donc le foot lui dit absolument rien. Je n'ai jamais vu un homme pareil. À chaque fois, les gens se précipitent pour aller voir le match. Le match derrière, ça lui dit absolument rien. Peu importe au Real Barcelone. Donc, c'est un vieux mystique. Je n'ai jamais compris comment un homme ne peut jamais aimer le foot, donc c'est un peu compliqué. Et en dehors de ça, nous l'aimons bien. Un vieux respectueux qui a l'amour de la famille, avec des principes. Donc en quelque sorte c'est un peu ça. Et de là où vous me suivez Maître Ego, nous t'aimons, c'est de la part de ton petit frère Ludo Kiambele Quasimodo. Koimobal. Ciao. Oh. C'est mon petit frère. Monsieur Hugo, quel effet ça vous fait? D'abord, ça me surprend. On a raté une larme. Ouais, ça. Qui hésite de couler quand même. Sans parler du contenu de ces paroles, c'est d'abord vous voir retrouver mon frère. Ça me surprend agréablement déjà et je crois que je suis sur un média. Voir mon frère faire un tel témoignage de moi, ça me va droit au cœur. Ça me fait du bien et ça me dit je dois garder cette ligne. Tout à fait. Oui, oui. Alors, nous pensions vraiment avoir rencontré l'objectif de cette tranche, justement, de cette partie de l'émission, oui, oui. où une larme a failli quand même couler. Oui, pratiquement. Alors, j'espère que cela vous a plu. J'espère aussi que les téléspectateurs ont souri avec nous et surtout, il y a de ceux qui sont émus, assez émotionnés, qui ont aussi vous accompagner en coulant des larmes. Mais restez avec nous, mesdames, messieurs, parce qu'on va tout de suite se dégourdir un peu dans la dernière étape de cette chronique mosaïque, mesdames, messieurs. C'est le moment d'humour. C'est tout de suite. Et oui, c'est la 5e partie et la dernière de cette chronique, mesdames, messieurs. Si ceux qui me prennent en cours, vous êtes sur le canal 37 TNT 609 Bleu OTT, Carrière Média Channel, la chaîne de la jeunesse et des bonnes valeurs. Alors, c'est au moment où nous allons un petit peu nous dégourdir est arrivé, le moment tant attendu, où notre invité va découvrir ses capacités d'humoriste sur ce plateau. Il est prêt et c'est à vous. Alors, je vais vous parler de soi parce que mon frère vient d'en parler. J'étais au campus et dans ma chambre, j'avais une télévision. D'accord. Alors, il y avait un match de Real et Barcelone qui s'est joué et les étudiants ont l'habitude de chercher des chambres qui ont des télés. Ouais. Alors, j'étais dans ma chambre, en train de suivre un catch américain. J'aime le sport de combat. Okay. MMA, catch et il y avait 2-3 étudiants qui frappaient la porte de ma chambre. Quand je vais ouvrir, ils entrent, ils regardent, je suivais notre programme. Ils me disent, mais match. Le match. Real Barça. Moi, je ne suis pas ça. Ils n'en revenaient pas de voir un jeune
ne pas suivre le match derrière le Barça. Carrément. Voilà. Ça, c'est inimaginable. Et là, je pense qu'à la maison, avec votre femme, quand il y a des matchs, des ligues et tout ça, elle ne s'inquiète pas. Pas du tout. Ouais, elle aime le football. Ah, contrairement à vous, malheureusement. Oui, contrairement à moi, ça ne dit rien. Même le match des Léopards, je préfère suivre la redivision pour me préserver. J'aime tellement mon pays, je ne veux pas que avoir mon cœur soit en danger. tout de suite. Oui, effectivement. Mais elle aime bien, il a contaminé même notre garçon, ils soutiennent le Barça. Ah, voilà. C'est clair. Moi, s'il faut soutenir, c'est Bazembe ou Asveti Club. Clairement. Saint-Éloi ou Popo. Voilà, un peu. Mais malheureusement, vous n'êtes pas grand-chose. Ok. Merci beaucoup, Monsieur Hugo, d'avoir passé ces 45 minutes avec nous. C'est la première fois, j'espère que ce ne sera pas la dernière fois. Avec plaisir. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette mosaïque de ce 15 juillet 2025. C'est fort pour moi un plaisir de l'avoir présenté. Comme j'ai l'habitude de le dire, on se retrouve prochainement avec le même plaisir sur la même chaîne à la même heure. Quant à moi, je vous dis bye bye.